Classique. 7h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Gérard Leclerc. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et comme tous les matins, nous retrouvons nos amis de LCI pour l'invité politique. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Alors hier soir, vous n'étiez pas sur le plateau de Des Paroles et d'Exact, puisque vous étiez, c'est le Premier ministre lui-même qui l'a dit, à l'Opéra. Un beau spectacle. Un très beau spectacle, une levée de fonds importante pour Benjamin Millepied qui vient de prendre la direction de la danse à l'Opéra. Et donc voilà, une belle création. Alors un peu plus tôt dans la journée, c'est Vincent Bolloré, lui, qui planchait devant le CSA. Alors on sait qu'il y a de grosses inquiétudes à Canal+, sur l'indépendance éditoriale. Il y a eu des documentaires qui ont été déprogrammés, gelés. À première vue, Vincent Bolloré est resté droit dans ses bottes. Il a revendiqué le fait qu'il participe aux choix éditoriaux. Ça vous inquiète ? Moi, c'était pas exactement ce que j'ai compris. J'ai compris qu'il était prêt à mettre en œuvre un certain nombre de mesures, justement propres à rassurer sur l'indépendance et l'impartialité de l'information, à la fois sur Canal+ et sur les autres chaînes. Donc remettre en place des comités d'éthique, etc. Et je pense que c'est ça précisément qui fera l'objet des discussions qu'il aura dans le cadre du groupe de travail dont la constitution a été décidée par le CSA. Moi-même, j'ai eu à discuter de ces sujets avec lui et je lui ai dit évidemment mon attachement en tant que ministre en charge de la communication, à cette indépendance de la rédaction, au pluralisme de l'information. Voilà, donc je pense qu'il est important d'être vigilant. Ça vous inquiète quand même, ces changements de responsables, ces documentaires qui ne sont pas diffusés ? Moi, encore une fois, je dois être garante de cette capacité des rédactions à exercer leur métier avec pluralisme et indépendance. Après, il y a des choix de gestion qui sont des choix de gestion ou de gestion des ressources humaines qui appartiennent bien évidemment dans le cas d'une entreprise privée à la direction ou à la présidence. Donc, je n'ai pas vraiment à me prononcer là-dessus. Mais si un faisceau d'indices laisse penser que finalement ces questions de pluralisme ou le pluralisme des équipes et l'indépendance n'est plus respectée, là, évidemment, j'ai de quoi m'inquiéter. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité attirer l'attention de Vincent Bolloré, mais comme l'a fait le CSA également, sur la nécessité de respecter un certain nombre de procédures, de principes, et je crois qu'il l'a entendu. Des soucis également à France Télévisions. Delphine Ernotte a fait état des difficultés financières. Elle dit que pour l'instant, le déficit serait sur une pente de 50 millions pour 2016. Et elle avait demandé une augmentation de la redevance, elle avait demandé de la publicité après 20h, vous lui avez refusé. Vous voulez un service public rabougri ? Pas du tout. Vous savez que j'ai fait faire une mission pour exactement définir la position de l'État et la vision de l'État actionnaire sur l'audiovisuel public, bien avant que Delphine Ernotte soit désignée, précisément parce que je souhaitais faire cet exercice de revue stratégique ou d'examen des missions de l'audiovisuel public et des moyens dont dispose l'audiovisuel public avant que le CSA désigne un nouveau président ou une nouvelle présidente. Donc c'est un travail qu'on a fait en tout début d'année. Et lorsque nous avons fait ce travail, nous avons mis à jour ce qui était exactement la situation financière de France Télévisions. Cette situation, elle était connue au début de l'année quand les candidats mais elle est grave, elle est déficitaire. Oui, mais or, elle demande des moyens supplémentaires, soit avec la redevance, soit avec la publicité. Cette situation était parfaitement connue, c'est-à-dire que la trajectoire financière de France Télévisions sur les 3 prochaines années était parfaitement connue. Et donc, on ne peut pas le faire mine de le découvrir aujourd'hui. Donc, évidemment, maintenant, ce qui est important, c'est que nous ayons, et nous l'avons, un dialogue permanent pour construire ce projet stratégique dont France Télévisions a besoin, le construire sur la base de recettes stables, parce que moi je constate juste que depuis 5 ou 6 ans, le marché publicitaire sur les médias audiovisuels se rétracte plutôt qu'il ne croît. Je ne crois pas qu'en déstabilisant ce marché de manière générale, on aura garanti des recettes stables et pérennes à France Télévisions. Après 20h. Personne ne pouvait dire exactement quel aurait été le rendement d'un retour de la publicité sur France Télévisions entre 20h et 21h. Moi, je préfère assurer à France Télévisions des recettes stables, pérennes, anticipables et qui sont meilleures pour, je crois, financer les ambitions de Delphine Ernotte qui sont effectivement importantes. Et je partage totalement son souhait de voir un certain nombre de missions se développer ou être réalisées d'une autre façon. Donc, je suis prête à accompagner cela, mais je souhaite que cela se fasse dans de bonnes conditions de financement de l'audiovisuel public, sans peser sur nos concitoyens, mais avec des recettes stables. Et c'est exactement ce que j'ai proposé. Donc, clairement, pas de recettes supplémentaires. C'est à France Télévisions de mieux gérer son budget. Il y a une discussion budgétaire qui s'engage avec les parlementaires à la fin du
du mois, donc je ne peux pas préempter ce débat. Il y aura une discussion, les parlementaires feront peut-être des propositions. Nous, ce que nous avions défini en 2012 pour les 3 années à venir, c'était des recettes stables, pas une baisse des recettes plutôt stables. Lors du débat parlementaire, il se peut qu'il y ait des inflexions qui soient apportées. Alors Delphine Arnault a dit clairement les choses, elle dit « je ne ferai pas tout avec moins ». Sous-entendu, comme elle a une ou deux priorités, notamment une chaîne d'infos, bien sûr le reste, on va tailler dans les budgets. Elle a beaucoup d'ambition aussi, et elle l'a dit à plusieurs reprises, et je m'en félicite sur la C'est une bonne idée cette chaîne d'infos ? Sur la chaîne d'infos, c'est de la même façon que nous avions étudié en amont, avant la désignation de la nouvelle présidence, nous avions évoqué cette piste d'une chaîne d'information sur le service public pour ne pas l'écarter, pour se montrer extrêmement ouvert. Donc moi je suis plutôt favorable et même très favorable à ce travail. Il n'y a pas trop de chaînes d'infos, on dit. Il n'y a pas trop de chaînes d'infos. Je crois que le service public peut apporter quelque chose de spécifique dans le cadre du traitement et du décryptage de l'information. Je pense que c'est quelque chose d'utile et qu'il peut y avoir une plus-value du service public. Et donc on fera des économies sur le reste. Et donc, il y a des moyens de production de l'information qui existent déjà entre France Télévisions, Radio France, France Média Monde. Je crois que les dirigeants de l'audiovisuel public doivent se mettre d'accord, s'entendre aussi sur la manière dont ils peuvent regrouper, fusionner un certain nombre de moyens, les mettre ensemble, les faire coopérer ou collaborer davantage pour essayer de trouver des façons originales de créer cette chaîne. Alors Delphine Arnault a également déclenché un peu une polémique. Elle a dit qu'il fallait en finir avec l'homme blanc de plus de 50 ans, la télévision. Alors, certains qui lui ont répondu, c'est de la racialisation. Elle n'a pas exactement dit ça. Je crois qu'elle a fait valoir qu'elle souhaitait que France Télévisions, à la fois dans son management, sur ses plateaux, reflète davantage la réalité et la diversité de la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est évidemment quelque chose que je partage avec elle. Je trouve que c'est important aussi de dire les choses et le fait de souhaiter que l'audiovisuel public, vous savez très bien qu'il y a un sujet de reconquête d'audience, et en particulier chez les jeunes, l'audiovisuel public ne pourra reconquérir ces nouveaux publics que s'il ressemble vraiment à la France telle qu'elle est aujourd'hui et non pas une chimère d'un autre temps. Alors, autre sujet de préoccupation, cette fois-ci concernant les radios musicales. Il y a une proposition de loi qui vise à préciser ce que sont les quotas de chansons françaises. En particulier, ne pas passer toujours les mêmes tubes aujourd'hui, mais passer de la chanson traditionnelle. Alors, les radios musicales sont vent debout. Elles disent, c'est quand même pas aux législateurs de ne faire les programmes musicaux. Ils ont raison. C'était déjà le cas, c'est-à-dire qu'il y a des obligations qui ont été définies par la loi, qui sont... Oui, mais est-ce qu'il faut justement aller plus loin? Il y a des obligations qui ont été définies par la loi. Aux radios, vous allez passer tel ou tel... Pourquoi? Pas pour ennuyer les radios, pour défendre la chanson française. Et le fait qu'aujourd'hui nous ayons une industrie cinématographique, musicale, extrêmement diverse, avec beaucoup de propositions françaises, que ce soit des films ou de la musique, quand on voit la jeune scène française, par exemple, je crois qu'on peut s'en réjouir de ne pas avoir une culture qui soit complètement normalisée ou standardisée et alignée sur des standards anglo-saxons. Elle est trop loin. Est-ce que c'est pas une loi liberticide que d'imposer cette diversité culturelle et cette diversité dans l'offre culturelle qui, je crois, satisfait tout à fait les Français et en particulier les plus jeunes d'entre eux, elle a pu être garantie parce que précisément la radio, qui est un vecteur d'exposition absolument majeur, un média d'exposition majeur pour la musique française, doit respecter ses quotas. C'est-à-dire que une certaine partie des chansons qui sont diffusées doivent être des chansons francophones. Donc vous êtes favorable à cette proposition? Mais c'est déjà écrit dans la loi. Donc ce qui est déjà écrit dans la loi, c'est que les radios doivent diffuser un certain quota de chansons francophones. Ça existe déjà, mais il faut aller plus loin. Il faut préciser. Cette loi n'était pas respectée jusqu'à présent. Et donc, ce qui est prévu dans la loi, que je porterai dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, ce sont des dispositions qui ont été discutées en commission la semaine dernière, ce qui figure dans la loi, c'est le moyen de faire mieux respecter ce qui est déjà dans la loi aujourd'hui, mais qui n'est pas respecté, et d'augmenter aussi parfois la propension ou la capacité des radios à exposer la diversité de la chanson française. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et vos auditeurs, je pense, le réalisent tout à fait, c'est que très souvent, on remplit ces quotas, on respecte les obligations légales en passant toujours les mêmes titres. Et donc, on se retrouve à écouter en boucle 10 titres, en fait. C'est ça que nous avons calculé. En moyenne, on remplit son quota avec 10 titres. Et donc, ce que dit la loi, c'est, au lieu de remplir avec 10 titres, peut-être 11 ou 12, ça ira. Je crois pas que ce soit une remise en cause très fondamentale des libertés de qui que ce soit. Et je pense que c'est aussi une chance pour la diversité de la chanson française. Je soutiens les jeunes créateurs français et la jeune chanson française. Alors, vous-même, vous allez défendre devant l'Assemblée un projet de loi sur la liberté de création, l'architecture, le patrimoine. Est-ce bien utile, encore une loi? La liberté de création est en danger en France? Eh bien, je le crois.
je le crois. Je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers temps un certain nombre de choses extrêmement inquiétantes sur la façon dont on parle des artistes, sur la façon dont parfois on se croit autorisé à détruire une œuvre ou à agresser physiquement un artiste qui installe son œuvre dans la rue, dont on se sent autorisé parfois lorsqu'on est un élu à intervenir dans la politique de programmation de tel centre d'art contemporain ou de tel théâtre, la manière dont certains artistes maintenant, par peur précisément de subir ces pressions, s'auto-censurent et refusent de montrer un certain nombre d'œuvres. Donc je crois qu'il plane aujourd'hui effectivement une forme de menace sur la liberté de création et je crois absolument indispensable aujourd'hui, à l'heure où l'œuvre d'Anish Kapoor a été vandalisée, à l'heure où certains maires interdisent l'affiche de La Belle Saison de Catherine Corsini ou celle de L'Inconnu du lac, de pouvoir affirmer très fortement l'attachement de la nation à la liberté de création. C'est ni plus ni moins une des libertés qui viendra enrichir les libertés fondamentales qui forment le socle juridique de notre République et je crois que c'est extrêmement important de l'affirmer dans cette période particulière. D'un mot, il y a une grève au musée d'Orsay actuellement parce que le musée va ouvrir 7 jours sur 7. Vous allez caler dans les grévistes ? Non, la grève d'abord s'est terminée hier. Nous sommes en discussion avec les organisations syndicales. C'est une décision qui a été prise l'année dernière, sur laquelle nous avons travaillé pendant quasiment un an pour 3 musées, le Louvre, Orsay et le Château de Versailles, pour ouvrir le jour de fermeture traditionnelle de ces 3 établissements aux scolaires, aux publics qui sont empêchés, c'est-à-dire des publics handicapés, des personnes âgées, etc. Donc c'est un objectif de démocratisation culturelle. Je crois que c'est un objectif qui est plutôt positif et donc je souhaite vraiment que nous puissions, puisque nous sommes prêts à y mettre des moyens supplémentaires pour que ça ne se traduise pas par une charge de travail trop forte pour les agents, je souhaiterais que nous puissions continuer ces discussions et de ne pas prendre le public en otage parce que je crois que l'objectif de démocratisation culturelle est toujours un bel objectif et je pense que les agents le partagent. Merci Fleur Pellerin. Merci à vous. Bonne journée. Merci à nos amis de LCI qui retrouvent leur chaîne. Nous restons sur Radio Classique avec Sophie Pallinet dans un instant. Moi, mon père